Bonjour, ce mouvement spontané a surgi de nulle part, sinon des réseaux sociaux, en tout cas hors des partis et des syndicats. Le comparer à la révolte anti-impôt qui sévit aux États-Unis dans les années 80 serait pour le moins hasardeux, mais il y a incontestablement un ras-le-bol des taxes qui se multiplient, un rejet d'un État omniprésent qui recentralise à tout va les décisions et pressure les collectivités locales. Pour en parler avec nous, Didier Desniel, journaliste au Télégramme, qui a vécu les derniers événements sur le terrain, qui nous en parlera, tout comme Benjamin Bréon, responsable de la vidéo et des réseaux sociaux. Nous avons également invité pour en débattre Agnès Lebrun, maire de Morlaix, vice-présidente de l'Association des maires de France, Thierry Mérette, président de la FDSEA du Finistère et l'un des leaders des bonnets rouges, donc qui nous dira s'il se sent précurseur de ce mouvement des Gilets jaunes. Nous avons également Lordolf Rocha, c'est un pseudonyme. Oui, en effet. C'est le pseudonyme que vous utilisez sur Internet. Oui. Et vous êtes donc l'un des Gilets jaunes, conducteur de bus à Brest. C'est ça. Nous avons également le député Didier Legac, député de La République En Marche. Pierre-Yves Cadalen, de la France Insoumise. Voilà, nous allons essayer de faire un peu le tri entre les revendications, les aspirations, les frustrations, la colère qui s'est exprimée depuis maintenant plusieurs semaines. Et la première question que je voudrais vous poser finalement, Agnès Lebrun, cette fracture territoriale qui a été constatée notamment par un géographe qui s'appelle Christophe Guilly, dont les livres maintenant servent à inspirer la classe politique, vous l'avez vécu aussi à l'AMF. Évidemment, vous l'avez ressenti. Vous avez raison de dire qu'il inspire maintenant la classe politique, parce que ça fait plus de 10 ans qu'il travaille sur ces sujets. Ça fait plus de 10 ans qu'il parle de cette France périphérique qu'on dit au passage interstitielle maintenant. Et nous, les élus qui sont sur le terrain, vous savez, les collectivités, c'est une sorte d'immense tour de contrôle. Dans les collectivités, chaque maire peut dire si l'indicateur est bleu, vert, orange ou rouge, et si on peut ou pas considérer qu'il y a une sorte de paix sociale. La cohésion sociale, elle est tenue par les collectivités. Donc nous, depuis très longtemps, nous disons que le fait métropolitain tout particulièrement a accéléré, et le fait péninsulaire, s'y ajoutant en Bretagne, évidemment, n'a rien arrangé. L'éloignement, vous voulez dire. L'éloignement, l'enclavement et la fracture, ce qu'on appelle la fracture territoriale. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a la fracture spatiale, mais il y a aussi la fracture dématérialisée, puisque toutes les zones blanches, par exemple, qui sont encore très nombreuses sur le territoire français, contribuent à cette espèce de dérive des continents et à cette perception, à ce ressenti extrêmement négatif d'éloignement et d'être inaudible, d'être invisible et avec un fort sentiment de déclassement. Voilà, déclassement. Alors Thierry Mérette, vous avez été avec Christian Troidec le leader des bonnets rouges. Vous avez réussi à faire plier le gouvernement sous la présidence Hollande, qui a supprimé l'écotaxe. Alors j'ai un peu envie de vous demander, c'est quoi la bonne méthode pour faire plier un gouvernement des gouvernements qui se sentent finalement un peu impuissants à notre époque face à la mondialisation, face aux contraintes économiques? Alors ça fait 5 ans que ça s'est passé, quasiment jour pour jour, on va le dire, puisque notre dernier grand mouvement était le 30 novembre à Carhaix, où nous avions 40 000 Bretons qui étaient là. Faire plier le gouvernement, au départ, je crois qu'il faut remettre des choses dans leur contexte. Il y a 5 ans, il y avait une réelle crise économique dans l'agroalimentaire, dans l'agriculture et l'agroalimentaire. Et une alliance qui n'était pas gagnée d'avance entre des salariés qui défendaient leur patron et les patrons qui défendaient leurs salariés. Avec autour des artisans, des transporteurs, etc. Et au départ, c'était qu'un collectif pour l'emploi, qui est devenu un collectif pour vivre, décider et travailler en Bretagne. Et ensuite, c'est le symbole des bonnets rouges qui a fait un peu la différence, qui a rallié l'ensemble des citoyens bretons parce que c'était attaché à un territoire. Donc, c'est pas une opposition. On a souvent, j'ai entendu depuis 15 jours, à chaque fois qu'on parle des Gilets jaunes, on fait le parallèle avec des bonnets rouges.
Nous, on n'était pas tous les jours à faire des choses. Vous avez fait quelques actions spectaculaires. Il y a eu des actions violentes. Non, il y a eu des actions spectaculaires. Après, la violence était de part et d'autre. Il y avait un but à atteindre, mais ce n'était pas violent, contrairement à ce qu'on a pu le croire. Vous vous inscriviez aussi dans une tradition qui était celle des mouvements paysans dans les années 60. Non, je ne suis pas d'accord, M. Gauderier. Là, vous vous trompez. C'était d'abord des salariés qui défendaient leur emploi. Et malheureusement, il faut se rappeler, c'était GAD, c'était Doux, c'était Tilly Sapco. Et il y avait ce côté territorial. Et ce que l'on reprochait, et qu'on le reproche toujours, et c'est peut-être ce qui nous rapproche des Gilets jaunes, c'est effectivement, a été décidé de Paris sans prendre en compte les spécificités bretonnes et territoriales. Une dimension identitaire forte. Identitaire, mais là, pareil. Là, je pense que pour les Gilets jaunes, ce qui se passe, c'est qu'on oublie justement le problème de la ruralité. Aujourd'hui, j'ai entendu Agnès Lebrun le dire. Il y a la France des métropoles, ça date d'une quinzaine d'années. On s'est figuré qu'on allait faire le Grand Paris, qu'on allait faire... Parce que Brest, quoi qu'on en dise, c'est pas une métropole au vrai sens du terme. Voilà. On va y revenir, c'est le sujet du débat. Lord of Rocha, vous êtes conducteur de bus. Comment est-ce que vous avez atterri dans ce mouvement? En fait, je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux et je suis tombé donc sur la vidéo d'Éric Drouet à ses tout débuts lorsqu'il a créé le blocage national du 17 novembre. Et en l'écoutant, je me suis senti concerné puisque j'ai un vécu, j'ai eu mes difficultés et j'ai voulu participer à cette action et puis instaurer cette initiative dans la mouvance brestoise. Alors, on reviendra, si vous voulez bien, à votre vécu, vos difficultés, parce que vous êtes nombreux à en faire part et à témoigner de cette souffrance sociale. Jacqueline Moureau est en duplex de Lorient, nous l'aurons dans quelques minutes, mais je voudrais terminer le tour de table pour vous tous bien vous faire parler au début de ce débat. Didier Le Gac, pas facile d'être député de La République En Marche en ce moment. Pas facile. Vous êtes souvent bousculé quand vous êtes allé à la rencontre de vos électeurs. Moi, je ne ressens pas comme être... La magie n'opère plus, comme au début. Moi, je suis sur le terrain quasiment tous les jours. Donc, je ne découvre pas les discussions aujourd'hui ou la concertation qu'on nous demande d'organiser dans les mois à venir. La concertation, je la fais tous les jours. Bon, mais c'est vrai que c'est compliqué. Et moi, j'aborde cette période avec beaucoup d'humilité d'abord. Et je pense que, d'ailleurs, cette crise, puisque c'est une crise, doit nous interroger tous collectivement, les syndicats, les élus, les médias aussi. On voit que les médias sont aussi malmenés dans cette crise. Donc, tout ce qui représente quelque part un pouvoir de décision est effectivement malmené. Donc, il faut essayer de comprendre, respecter. Moi, je respecte les gens qui manifestent en ce moment. Ils expriment quelque chose, une souffrance, probablement, une douleur. Pas toujours facile à comprendre, à appréhender, parce que c'est parfois contradictoire, parfois confus. Donc c'est ce qu'il faut essayer de faire encore plus dans les semaines à venir, avec beaucoup d'humilité, essayer de comprendre, se mettre autour de la table, et puis s'écouter. Pierre-Yves Cadalen, vous êtes un intellectuel, doctorant, mais j'imagine que vous êtes aussi au contact des réalités sociales. Comment analysez-vous ce mouvement ? Moi, il me semble que certes, il y a un clivage territorial, mais un clivage territorial qui est lié aussi à des politiques qui ont été menées de destruction du service public dans toutes les zones rurales, de fermeture des petites lignes de train, d'ouverture à la concurrence de la SNCF, un ensemble de politiques qui, au fond, retirent la présence de la République dans les zones rurales. C'est une chose, et l'autre chose, c'est qu'il y a tout de même aussi un clivage social. Car le mouvement, au début, c'était la hausse des taxes sur les carburants. Mais ça devient de plus en plus un ras-le-bol général de l'injustice fiscale, car ce sont toujours les mêmes qui payent, pas uniquement sur la fiscalité écologique. Là, il y a un principe républicain fondamental. L'impôt, il ne peut être consenti que s'il est juste. Depuis 3 quinquennats, c'est les mêmes politiques d'exonération fiscale sur les plus riches. Là, ça a commencé magistralement avec la suppression de l'ISF, et les gens en ont ras la casquette. Et ils ont raison. C'est-à-dire qu'on ne doit payer l'impôt que déjà si on a une contrepartie en termes de services publics, et ensuite, si les plus riches payent à proportion de leurs revenus, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc vous dénoncez la politique fiscale des gouvernements les mouvements des Gilets jaunes, c'est ça aussi, je vois là, les revendications. Elles font écho tout de même à ce constat. Alors, si Jacqueline Moureau est en ligne, et si on peut l'entendre, de Lorient, j'aimerais qu'elle nous apporte son témoignage. Elle fut la première à incarner ce mouvement à travers une vidéo qui fit 5 millions... 6 millions, me dit Benjamin Bréon, sur les réseaux sociaux. Quel a été pour vous, madame, l'effet déclencheur? Qu'est-ce qui vous a incité à réagir aussi vivement et à être suivi? Alors, bonjour à tous.
d'abord et ravie d'être parmi vous. Alors, le phénomène déclencheur, moi, ça a été le matin même, on avait annoncé le péage à l'entrée des grandes villes. Donc, je me suis dit, c'est pas possible, encore trouver un moyen de nous retirer de l'argent qu'on a déjà pu. Et ça m'a poussé à pousser ce coup de gueule sur ma page Facebook, tout simplement. Et vous avez été entendu, et vous avez quelque part initié un mouvement qui, avec d'autres, mais enfin tout de même c'est vous dont on a parlé la première. Aujourd'hui d'autres figures apparaissent, on voit que c'est pas simple, hein, le rendez-vous chez Édouard Philippe n'a pas tourné court, mais il y a un gilet jaune sur 2 qui en est sorti, ce qui réduit la délégation. Comment est-ce que vous voyez l'avenir, la structuration du mouvement ? Alors la structuration du mouvement, elle est en train de se faire puisqu'on a déjà dans le sud de la France des réunions citoyennes, il y a des gens qui sont élus. En fait, on est en train de refaire une démocratie en dehors de ce qui est déjà établi. C'est en train de se faire, mais c'est obligatoire que ça prenne un petit peu de temps. Et je comprends que les personnes qui se sont un peu autoproclamées ne se sentent pas légitimes puisque de toute façon, c'est pas le cas, vu qu'elles n'ont pas été élues par la majorité des personnes. Alors que les gens élisent, puisqu'il faudra bien de toute façon référents des représentants, c'est une bonne chose parce que ça montre que le mouvement se structure. Mais il se structure aussi dans les prochaines interventions et mobilisations qui vont se produire la semaine prochaine. On a quand même l'impression parfois que vous avez des problèmes avec la démocratie représentative. Quand vous réclamez la démission du président élu pour 5 ans, donc encore 4 ans, quand vous demandez la suppression du Sénat, vous faites fi des institutions de la Ve République. Est-ce que ça peut fonctionner comme ça longtemps ? Alors, moi, je voudrais juste signaler ça, ce que vous venez d'énumérer, ce sont les revendications des personnes qui se sont proclamées, ce ne sont pas. Et ce ne sont pas ces gilets jaunes. Parce qu'on n'a jamais vu ce soi-disant référendum qui aurait été sur personne. Donc, moi, j'ai découvert, en fait, leurs revendications sur leur page Facebook. Donc, vous êtes égaliste. Alors, il y a eu un certain nombre d'idées dénielles de problèmes à Paris comme en province, d'actes racistes, homophobes. Vous avez vécu, non pas sur les barricades, mais dans les ronds-points pendant quelques jours, quelques semaines. Comment vous l'avez vécu ? Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Il y a aussi une ambiance festive et bon enfant. En ce qui me concerne, je suis allé à plusieurs reprises à Callac, à Brest et à Lorient. J'ai toujours été bien reçu. Effectivement, je n'arrive pas avec un matériel disproportionné non plus. J'ai juste un calepin et les choses sont peut-être plus faciles aussi. Je suis toujours tombé sur des gens avec qui j'ai pu établir un dialogue constructif. Et par contre, j'ai fait le tour de la rédaction du Télégramme de certains confrères ont subi certaines pressions, des tensions. Une consoeur, on a essayé de lui arracher son appareil photo. Et des choses qui sont apparemment, ça serait plutôt les Côtes d'Armor, où les foyers de tension étaient les plus forts. Mais bon, logiquement, ils ont réussi à établir le contact également. Certains confrères m'ont dit que c'était aussi assez usant d'aller tous les jours, étant donné qu'il y a d'autres sujets à traiter. Mais voilà, le contact est établi, ils y retournent. Alors, il y a quand même une certaine acrimonie à l'égard de chaînes comme BFM ou d'autres chaînes d'information que du côté du gouvernement, on accuse de mettre de l'huile sur le feu. En même temps, ce mouvement social n'existerait pas sans les chaînes d'information continue, mais aussi sans les réseaux sociaux. Et ça, c'est la nouveauté. Benjamin, vous avez bien scruté le processus. Oui, si on remonte à l'origine du mouvement, il y a quoi ? Il y a une pétition en ligne sur change.org pour une baisse des prix à la pompe. C'était vraiment ça le début. Et elle a été signée plus d'1 million de fois. Elle a dépassé le million ce jeudi soir. Et puis, il y a donc le coup de gueule de Jacqueline Moreau que nous venons d'entendre. Là, on est à 6 millions de vues. Ensuite, les réseaux ont fait leur œuvre. Des tweets par million. 1 million rien que pour la journée du 17 novembre. Il y a des centaines de groupes Facebook qui, on en parlait tout à l'heure, regroupent parfois des milliers, des dizaines de milliers de membres. On parlait de Bretagne en colère.
par exemple. Alors, en dernière date, il y a une nouvelle page qui s'est créée, c'est le compteur de gilets jaunes en France. Donc c'est complètement fermé, on ne peut rien poster, mais c'est juste pour voir combien on est. Aujourd'hui, on a dépassé les 2 millions de gilets jaunes en France. Alors voilà. Alors, après, bon, on sait tous que c'est plus facile de cliquer pour être gilet jaune que d'aller occuper un rond-point. La force de ce système, c'est évidemment sa grande réactivité, que l'information se diffuse partout, mais il y a aussi une faiblesse. Et pardon pour la lapalissade, mais le propre des mouvements spontanés, c'est qu'ils ne sont pas organisés. Et donc, ils offrent une opportunité pour les manipulations de tout poil. Et là, on a pu en avoir plusieurs exemples. Regardez, par exemple, ces 2 photos, des photos de démonstration de force des Gilets jaunes, sauf que pas du tout. Il s'agissait de manifestations qui n'avaient strictement rien à voir. Pour l'une, les travailleurs frontaliers, et pour l'autre, même des supporters de rugby. Autant dire qu'on était très très loin. Des blessés lors des manifestations en Catalogne également. Des blessés lors de manifestations à l'étranger. Il y a aussi la photo d'un gendarme soutenant les Gilets jaunes. Ça a été partagé 180 000 fois. Sauf que le dit gendarme, il soutenait des policiers dans un mouvement qui n'avait lui non plus rien à voir. Il y a même eu un exemple en Bretagne. On a vu une vidéo d'un homme en fauteuil roulant pris à partie par les CRS à Quimper. Donc c'était quand même... Donc ça, c'est une fake news. Assez violente. On a même parlé d'un mort à Paris. Une fake news complète, puisque l'homme était un élu quimpérois. Il a expliqué dans les colonnes du Télégramme que pas du tout, les CRS étaient venus, au contraire, le secourir. Et le préfet du Finistère a porté plainte. Oui, le préfet du Finistère a annoncé avoir porté plainte. Il ne faut pas croire non plus d'ailleurs que le camp des manifestants a le monopole des manipulations. Il y a des centaines de milliers de personnes qui ont vu ce manifestant à Paris faire un salut nazi. Donc, preuve naturellement que le mouvement est par essence d'extrême droite, sauf que pas du tout. Ce monsieur dit « Ave Macron » et on est plus dans le « morituri te salutant », ceux qui vont mourir te saluent, que chez les nostalgiques d'Hitler. Derrière le succès de ces fake news, il y a évidemment 2 mécaniques. La première, c'est que c'est l'essence même des réseaux sociaux, que de partager des choses. Son copain a partagé quelque chose. On ne cherche pas à en savoir plus. On partage soi-même. Il y a un mélange de naïveté et on pourrait dire de je m'en foutisme. Et puis, c'est un peu plus cynique aussi. Parfois, c'est un système bien connu de certains politiques. En fait, ils sont suivis par un grand nombre de personnes. Ils partagent, même s'ils ont des doutes, parce que c'est spectaculaire. S'ils se font repérer pour avoir partagé une fausse info, ils invoquent une erreur, de l'humour, ou le fait que ça aurait pu être vrai, même si ça ne l'est pas. De toute façon, le rectificatif sera moins partagé que l'information originale. Comme ça, on a les mains propres et on a quand même gagné en visibilité. C'est gênant, évidemment, et ça illustre peut-être aussi la difficulté qu'ont certains politiques à se joindre au mouvement, à se raccrocher à toutes les branches disponibles. Et on peut se poser la question, et je pose, puisque nous avons des politiques autour du plateau, quel peut désormais être le rôle des politiques dans ce mouvement ? Non, alors du coup, on va repasser la parole à Agnès Lebrun. C'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup Laurent Wauquiez, là, depuis le début du conflit. Il a fait une incursion en Saône-et-Loire. Il n'était pas à la manifestation sur les Champs-Élysées. On sait que ce mouvement profite au Rassemblement national et ça risque de faire mal, n'en déplaise à Didier Le Gac, aux prochaines élections européennes. Comment vous situez, vous, les Républicains ? Moi, je pense que c'est un mouvement, comme vous l'avez dit, qui est spontané, où chacun peut se retrouver, où chacun peut aussi d'ailleurs se sentir concerné. Et les élus sont les porte-voix des citoyens qui le représentent par la voie de la démocratie représentative. Donc chacun, à la hauteur de son engagement politique, peut considérer qu'il soutient, mais par contre la nature du soutien, vous l'avez très bien exprimé, la crainte permanente, c'est de se faire taxer de manipulation, d'instrumentalisation, de récupération. Oui. Donc moi je préfère, à titre personnel, recevoir une délégation de Gilets jaunes dans mon bureau de mairie, où on discute sur le fond, sur les propositions, où on dialogue, parce que Didier l'a dit, ce qui est important c'est le dialogue, c'est de renouer le lien, et ensuite on le traduit, en l'occurrence par une lettre que j'ai pu rédiger au président de l'Assemblée nationale, parce que ça me semble être la bonne personne qui est susceptible de faire une proposition législative, d'en parler dans son groupe, etc. Chacun doit être dans son rôle. À titre personnel, si j'allais sur un rond-point, j'aurais sans doute des tas de choses à partager.
Par contre, je prendrais le risque, effectivement, qu'on dise, tiens, le maire de Morlaix s'amuse à aller faire de la récup et de la démagogie. Comme c'est pas trop mon style, et que 2, je veux pas rentrer dans ce piège à loup qui est grand ouvert, je préfère choisir des moyens qui sont les moyens des élus, parce que nous avons des moyens. Et vous parlez des Républicains, mais je voudrais revenir sur l'Association des maires de France. Nous sommes des courroies de transmission, nous sommes des caisses de résonance, nous sommes des porte-voix. Donc il faut que l'on s'empare de ça. Et nous avons, et c'est le message qu'on a fait passer d'ailleurs au Premier ministre, nous avons, si la chose peut se faire, la possibilité d'être encore une fois courroie, puisqu'on voit bien que dans le cadre de cette vaste recentralisation et de cette ignorance, pardon, Didier a raison, il y a des élus de terrain qui sont sur le terrain. Il y en a quand même un paquet qui ont été achetés sur Amazon et qui ont du mal à assurer le SAV, quoi. Pardon de le dire comme ça, mais c'est quand même un peu ça. En tout cas, ils sont inexpérimentés et qui ils apprennent le métier en ce moment. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'ils ont pris directement l'ascenseur, là où tous les élus prennent l'escalier. C'est aussi l'avantage quand on est élu local. Que l'expérience a quelques vertus, même dans le Nouveau Monde. Quand on fait ce constat-là, c'est pas grave, enfin c'est grave bien sûr, mais une fois qu'on l'a dit, on fait quoi ? On fait quoi ? On leur apporte des éléments d'information, de transmission. Quand on dit à un élu très récemment élu que dans le week-end on fait 14 inaugurations, il vous regarde avec des yeux ronds en disant mais à quoi ça sert ? Ça sert à ce qu'on est au contact de la population, on boit un verre de jus de fruits, on discute et on est capable de faire le constat partagé. J'ai l'impression que les gilets jaunes, vous ne les rencontrez pas dans la vie de tous les jours. Non, je pense que ce sont des gens qui sont hors cadre des assos. Non, détrompez-vous. Je pense, mais je le pense sincèrement. Peut-être la représentation nationale, députés, sénateurs, mais je peux vous dire que les élus locaux... On dit que ce sont des gens qu'on n'entendait pas beaucoup jusqu'à présent. Attendez, je vais juste terminer là-dessus, parce que les élus locaux ont cette particularité de faire beaucoup plus que ce qu'ils disent qu'ils font. Je veux dire par là que quand la nuit, un maire est appelé pour reloger une femme battue, quand un maire reçoit en rendez-vous une jeune femme, famille, je vous donne un exemple, c'est du vécu, 28 heures de caissière, avec des horaires dont on connaît l'amplitude 2 jours à l'avance, et encore ça c'est la bonne nouvelle, avec un enfant en bas âge, qui a son permis de conduire et sa vieille voiture. Ça c'est la population au contact de laquelle nous sommes, et ce sont eux les gelés. Vous avez vu combien il y a de femmes ? Oui, vous parliez tout à l'heure des rendez-vous sociaux d'une communauté, d'une commune. Je pense que ces gens-là ne sont plus sur ce... J'ai rencontré des gens qui sont vraiment socialement très fracassés et qui n'ont plus de lien. Des gens dont les gamins ne font plus de foot parce qu'il n'y a plus de sous pour acheter des godasses. Il y a des centres de communaux d'action sociale où on les suit. Enfin, on pourrait peut-être demander à Laure Frochat qui tout à l'heure nous parlait de son expérience personnelle, peut-être de sa souffrance personnelle. Bon, vous êtes aujourd'hui inséré, vous êtes conducteur de bus. Mais racontez-nous un peu votre parcours et qu'est-ce qui vous a amené à vous associer et même à précéder ce mouvement ? Malgré que j'ai quand même un travail fixe et à durée indéterminée, ça reste quand même dur tous les mois parce que finalement les salaires n'augmentent pas contrairement à tout ce qui peut nous taxer. Donc ça reste quand même difficile, ça fait des dizaines d'années qu'on dit tout augmente mais pas les salaires. Là on en a la preuve. Maintenant, je veux revenir sur ce que vous disiez par rapport aux élus. Depuis le début du mouvement, ça fait donc presque un mois que c'est en marche. Je reprends votre expression. Et j'ai qu'un seul élu qui m'a contacté. Et je tairai son nom parce que je n'ai pas son accord de le citer, donc je préfère taire son nom. Mais par contre, il m'a quand même demandé s'il pouvait venir à la manifestation du 17. Je lui ai dit, mais pas de problème, vous êtes citoyen avant tout, vous pouvez venir. Mais par contre, vous viendrez sans l'écharpe. Parce que vous interprétez ça, je peux me permettre une question ? Vous interprétez ça comme un manque d'intérêt ou est-ce que vous pensez vraiment que c'est de l'indifférence de la part des élus locaux ? C'est ce qu'on ressent en tout cas. C'est ce que vous ressentez ? C'est ce qu'on ressent, sinon on ne serait pas encore sur les ronds-points à bloquer la population. Alors, si on était... Attendez, on va essayer un petit peu de faire parler aussi Thierry Mérette qui a eu, même s'il y a 5 ans, cette expérience de la souffrance paysanne, qui est une souffrance récurrente dans une période de crise qui n'a été que partiellement surmontée, parce qu'il y a quand même beaucoup d'ouvriers de l'agroalimentaire qui sont restés sur le carreau. La question aussi qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui vous avez envie est-ce que les paysans ont envie de rejoindre, de s'associer à ce mouvement ? Ils y sont. Il y a des paysans qui vont en tant que citoyens. C'était une volonté. C'est aujourd'hui des citoyens qui s'expriment. Enfin, d'abord, on vit à la campagne, on est dans les petites communes,
ils font leur tour, etc. Parce que la souffrance paysanne, depuis 2013, on en a parlé plusieurs fois. Je ne veux pas parler des suicides, je ne veux pas parler des grosses difficultés, etc. Mais la vitalité des territoires, en particulier des territoires bretons et finistériens que je suis, sans les agriculteurs, c'est le début de la fin. Ça, faut en être conscient. Et ils en sont conscients. Et ils participent à leur manière, de façon citoyenne, au mouvement des Bonnets Rouges, qui à Morlaix, qui à Landivisiau, etc., ou dans le sud Finistère. Mais vous avez su à un moment donné passer à l'étape politique. Comment ? Vous avez su passer à l'étape politique à un moment donné. C'est-à-dire qu'il y a eu des actions. Bon, vous contestiez qu'elles étaient violentes. Vous avez dit que les violences étaient de part et d'autre. Toujours est-il, c'est un débat, on y viendra. Mais non, à un moment donné, vous avez quand même négocié. Non, avec les politiques. Nous avons, alors, la grosse différence, c'est que nous avions des gens qui avaient une expérience syndicale, tant à la CGT qu'à Force ouvrière, qu'à la FDSEA, etc. Sauf qu'on a mis nos casquettes syndicales de côté. On a dit, on est d'abord attaché à notre territoire. C'est ça qui nous a réunis, d'abord. Je crois qu'il faut en avoir conscience. Je ne veux pas insister là-dessus, mais on avait une reconnaissance quand même et cette unité... Il y a une figure politique aussi, Christian Troidet, qui est arrivé après. Mais cette unité... Non, mais il est arrivé après, mais peu importe. Il est arrivé, mais le mouvement important, ça a été un rassemblement citoyen, le 2 novembre, avec 30 000 personnes à Quimper, bon, voilà. Et puis un rappel à l'histoire bretonne. Bon, maintenant, ici... Oui, mais je voudrais juste redire ce problème. Non. Ouais. Nous, paysans, on est liés à notre territoire. Liés à notre territoire, et en ce sens, on partage. Parce que si nous, on ne gagne pas bien notre vie, il est évident que les artisans autour, etc., ne peuvent pas bien vivre. Je voudrais qu'on écoute une femme politique, Nathalie Sarah-Bezol, qui parle aussi du rôle du département, à la fois dans l'écoute, mais aussi, ce département, c'est par essence l'aide sociale. Et donc, on va l'écouter. On est allé l'interviewer à Quimper. Le sujet de départ a été sur les carburants, sur les taxes des carburants, mais on sent qu'il y a une volonté d'expression plus générale sur ce que je traduis, moi, par un sentiment d'injustice pour une certaine partie de la population. Dans les budgets, lorsque dans les centres du conseil départemental, on étudie le budget des personnes, on se rend compte qu'il y a des postes budgétaires qui sont devenus énormes. Un poste de logement qui prend plus de 40% d'un budget sur un tout petit budget, c'est énorme. Si en plus le poste déplacement prend encore 20%, il reste pour certaines familles dans le budget pour vivre, pour manger, pour s'habiller, pour faire face aux dépenses du quotidien, parfois moins d'1 euro par jour et par personne. Comment est-ce que vous voulez, dans ce cas-là, vous projeter en disant « je vais contribuer à la transition énergétique ». On ne peut pas reprocher aux gens de ne pas souhaiter, parce que ça, on sent bien qu'il y a une prise de conscience générale, et c'est très bien sur ces sujets-là. Mais on ne peut pas ne pas accompagner les familles en difficulté là-dessus. Didier Le Gac, une phrase qui m'a marqué. On nous parle de la fin du monde, et en fait, les gens parlent de la fin de moi. Oui, bien sûr. Alors, vous avez participé à un mouvement qui a fait, peut-être pas effraction ou hold-up dans le paysage politique, mais en tout cas qui s'est imposé sur une sorte de ras-le-bol à l'égard des vieux partis, de l'alternance droite-gauche, etc. Vous aviez annoncé que vous alliez réenchanter le monde. Et finalement, les réformes de structure sont lentes à produire des effets. Et aujourd'hui, ce mouvement social vous éclate à la figure et personne ne l'avait prévu avec une telle intensité. Non, tout à fait, sur ce qui a été dit. Effectivement, sur la forme, personne ne l'a vu venir, parce que c'est une forme nouvelle. Je suis d'accord avec Didier Denis, les gens que l'on voit sur les ronds-points, ce pas des gens qu'on voit habituellement dans nos communes ou dans les associations ou dans les rendez-vous où on se trouve tous les jours de la semaine. Oui, mais je suis d'accord avec Agnès Lebrun. Venir sur un rond-point, on va nous taxer de récupération. On va nous dire, tiens, vous voyez, le politique qui va sur le rond-point, parce que vous pensez ça, mais c'est aussi ce qu'on va nous dire sur un rond-point. Moi, je suis heureux d'entendre Jacqueline Moreau dire que vous allez élire des représentants et qu'on va pouvoir discuter. Effectivement, quand on n'est pas toujours d'accord avec les agriculteurs, mais on rencontre, on discute avec une délégation. C'est aussi le débat politique. C'est-à-dire qu'on a dit les politiques, vous dites ça sert à quoi? Ça sert à écouter d'abord, ça sert à discuter, ça sert à débattre et à un moment à décider aussi. Une fois que la décision est prise, c'est vrai qu'on peut peser dessus, on peut ne pas être d'accord, bien évidemment, on peut critiquer la décision qui est prise.
Mais après, est-ce qu'il faut revoir la légitimité du mouvement? Mais là aussi, je suis heureux d'entendre Jacqueline Moreau dire... Alors, on va demander à Jacqueline Moreau... Mais c'est vrai que pour finir sur ce que vous me dites, effectivement, la crise qu'on entend, c'est bien sûr la taxe sur carbone, et je partage ce qui a été dit par Nathalie Sarrabezel, c'est une injustice, je ne peux pas le dire autrement, je fais partie des députés qui le font remonter en ce moment. Effectivement, on ne peut pas culpabiliser les gens avec cette histoire de l'état de la planète. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, effectivement, mais c'est le déclencheur, je l'ai dit. Il n'y a pas que ça. Et effectivement, vous avez raison, c'est une crise bien plus profonde et qui ne date pas simplement d'il y a 6 mois, de 18 mois, qui remonte effectivement. Alors, comment il faut l'interpréter? Plus d'horizontal, probablement. Jacqueline Moreau, je ne sais pas si vous m'entendez. Vous avez écouté, j'imagine, le président de la République mardi. Est-ce que la transition écologique vous est indifférente aujourd'hui? Non, pas du tout. On est tous des écolos. Bien sûr qu'on a tous envie que la planète redevienne aussi belle qu'elle a été et qu'elle ne se dégrade pas. Mais seulement, on ne peut pas. C'est les fins de mois, on est tous à découvert à la fin de mois. Alors, c'est un choix que les pays émergents... dans lequel les pays émergents arbitrent tous les jours. Hein. Eux, l'écologie, ils en ont rien à foutre. Ils produisent. Et c'est ce qu'il y a... Alors, la Chine est le premier investisseur en énergie renouvelable du monde entier. Mais ils ont une volonté de consommer qui fait passer la préoccupation écologique au deuxième rang. Le très gros problème, là, c'est qu'on a l'impression, déjà, on fait culpabiliser les Français, on a l'impression qu'il n'y a que qui pollue la planète. Évidemment, c'est faux. Et on a l'impression qu'avec avec la politique du gouvernement actuel, on va sauver la planète. Et il faut bien se dire que c'est faux. Alors, vous avez absolument raison. Et je vais vous passer la parole, Pierre-Yves Cadenet. J'étais à New Delhi la semaine dernière. On ne peut plus respirer dans les villes. C'est effrayant. Alors, c'est vrai que les Chinois, eux, ont une politique assez volontariste. Mais en même temps, la France est censée donner l'exemple. Elle essaie d'incarner encore une sorte de vertu en la matière. Oui, mais alors le problème, vous voyez, vous parliez de la fin du monde, etc., et la fin du mois. Mais le problème, c'est que ce sont les mêmes qui, au fond, rendent difficiles les fins du mois et préparent la fin du monde. Il y a 80 milliards de fraude fiscale dans ce pays. Et on va récupérer 4 milliards sur ceux qui déjà n'en peuvent plus. C'est ridicule. Donc vous suggérez quoi? Excusez-moi, je vais développer. C'est inadmissible, et voire même en pesant mes mots dégueulasses, de culpabiliser les gens en disant c'est de ta faute le changement climatique, alors que déjà ils n'arrivent pas à faire les fins du mois. Et en attendant, les potes de Macron et au fond ceux qui ont fait main basse sur l'État dans ce pays, eh ben, s'exonèrent de toutes les taxes, etc. Et le problème, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut tout de même dire. La méthode, la concertation, c'est une chose. Mais c'est le contenu des politiques qui aujourd'hui pose problème. C'est à force de mettre sous pression les classes populaires et les classes moyennes, les gens n'en peuvent plus. Il faut distribuer les richesses. À un moment donné, ça va, quoi. Alors, les gens sont pris à la gorge. Là, il faut distribuer les richesses. On a accolé depuis 20 ans. On a accolé au président de la République l'image de président des riches. Il faut rétablir l'ISF. Qui a eu des maladresses. En même temps, il faut bien reconnaître que les investissements étrangers ont progressé dans ce pays depuis son élection. C'est peut-être un des seuls point vraiment positif de sa présidence. Avec celui de la création d'emplois. Avec celui de la création d'emplois. J'étais la semaine dernière encore à l'Assemblée Générale de l'Industrie, ici dans le pays de Brest, et le nombre d'emplois redémarre, y compris dans l'industrie, là, eux qui n'avaient pas embauché depuis un certain temps. J'ai dit tout à l'heure qu'il fallait faire preuve d'un peu d'humilité dans ce débat. Vous avez l'air de dire que c'est de la faute de Macron. Je finis. On peut les compter. Macron a sa part de responsabilité, sans doute. On l'a dit, il y a eu des maladresses, comme il y a eu des maladresses avec Hollande, comme il y en a eu d'autres avec Nicolas Sarkozy. C'est une politique cohérente de destruction de l'État, c'est pas des maladresses. Attendez, on parle politique, le leader que vous représentez. C'est parce qu'il est tout seul face contre tous. C'est pas si facile. J'ai le sentiment quand même que ce que les Gilets jaunes nous disent, c'est qu'ils ne veulent pas de récupération, ils ne veulent pas qu'on fasse de politique sur leur dos. Mais si vous voulez vraiment en faire, le représentant que vous... Si quand même, parce que, peut-être pas vous, mais on a du mal effectivement à avoir un discours unique. Pas d'étiquette. Attendez, laissez-le finir, après vous parlerez. Et pas de récupération politique. Vous avez l'air de dire que les causes des Gilets jaunes trouvent, en tous les cas, ça date d'il y a 20-30 ans. Jean-Luc Mélenchon, vous n'étiez même pas né qu'il était déjà ministre. Donc si on va sur ce débat-là, arrêtons, ayons un peu d'humilité. Mais si, ayons un peu d'humilité. Si vous rejetez le système, il faut, à mon avis, plutôt que de faire de la politique politicienne, revenons, écoutez les... Moi, je parle du fond. Écoutons les Gilets jaunes, mettons-nous autour d'une table et discutons.
Non, mais il faut sans doute une certaine humilité. Il est vrai, je vous parlais de l'Inde tout à l'heure, que la mondialisation, elle a profité aux pays émergents. Elle a sorti 7 à 800 millions de personnes de la pauvreté, mais elle se traduit par un partage du gâteau qui est négatif plutôt pour les pays industrialisés, les pays traditionnellement riches. Donc aujourd'hui, il y a un problème au sein de chaque pays, en Inde, en France, etc. C'est toujours les classes mais pas au même niveau. Et aujourd'hui, la vraie vraie question, c'est effectivement comment on transforme un pays qui reste malgré tout encore assez riche. J'entendais quelqu'un dire l'autre jour lors d'une manifestation, on est dans un pays pauvre. Non, c'est pas vrai. On n'est pas un pays pauvre, la France. Et comment, effectivement, il y a des gens qui sont dans la pauvreté. Comment on fait le re-engineering de l'État français? Déjà, il faut qu'ils arrêtent de faire leur principale source de revenus, les taxes. Avant, c'était les entreprises nationales. Maintenant, on les a privatisées. C'est les actionnaires qui se remplissent toutes les poches. Mais nous, par contre, on n'a rien. Donc, il faut réinvestir dans les industries du CAC 40 qui sont cotées pour pouvoir récupérer un peu de gains. Et de manière à ce qu'on taxe moins les gens. Parce que c'est nous, finalement... Il faut plus taxer le CAC 40. Ah oui. Parce que c'est nous, le citoyen, qui sommes la source de financement du gouvernement, enfin de l'État. À un moment donné, ça va un moment, quoi. Je crois que là-dessus... Moi, je reviens sur ce côté des rurales. La Bretagne, elle est rurale, quoi qu'on dise. Hein. Je redis, Brest, c'est une métropole sans être une véritable métropole. Et tout ça... Ça fait plaisir au maire de Brest. François Cuyandre, on s'en expliquera. D'ailleurs, il veut agrandir le périmètre. De l'industrie, de la high-tech aussi. De ça. Oui. Mais heureusement. Ouais. Mais aujourd'hui... vous comme moi, quand vous devez faire votre plein, vous mettez 50% de taxes dans votre réservoir. Dans le même temps, vous n'avez qu'à me citer dans quelle ville, dans quelle métropole, où le transport collectif n'est pas subventionné. Il est subventionné. Donc, c'est le rural qui, quelque part, subventionne les gens des villes. Alors, je ne suis pas à faire de l'opposition, mais il y a un besoin de rétablir. Donc vous voulez, une nouvelle politique d'aménagement du territoire. C'est un acte 3 de la décentralisation. Moi, jacobine, moi, parisienne. La France n'est pas une et indivisible. Je vous propose, si vous avez... Sauf qu'il ne faut quand même pas, opposer ville et campagne. Je ne suis pas sûr, moi, qu'aujourd'hui, la vie soit bien meilleure dans certains quartiers de la ville prioritaire. Ça tourne beaucoup autour du rural et de la ville. C'est très intéressant ce que dit Didier Le Gall, parce que c'est le nouveau discours. Ça, c'est de dire, de toute façon, les provinciaux, ils n'arrêtent pas de dire qu'il y a le fait métropolitain et le fait rural et interstitiel, que moi j'appelle interstitiel, alors qu'en vérité, c'est très... L'autre jour, j'étais en débat avec Aurélien Taché, c'est ça? Député de la République En Marche de Seine-Saint-Denis, peut-être, et qui m'expliquait que dans les quartiers, c'était très difficile. Moi, je vais vous dire qu'en tant que finistérienne, quand j'entends le mot « quartier », déjà, ça fait des années que ça me choque parce qu'on dit dans les quartiers. Oui, mais les quartiers d'où? Les quartiers de quoi? Parce qu'à Paris, c'est d'évidence que les quartiers, c'est la banlieue. Il y a une petite technocratie un peu arrogante quand même qui a pris le pouvoir. Bercy gouverne depuis longtemps. Et je vais vous dire, ça change. Non, mais le mouvement En Marche doit revenir effectivement à ses fondements. Il y a eu une très belle campagne en 2017, c'est d'avoir été vers les Français. Tous les jours, leur poser des questions et aller vers eux de manière très spontanée aussi. C'est ce que vous voulez recréer à travers la consultation pendant 3 mois des Français. Et je plaide, moi, effectivement, pour revenir vers les gens, vers les Français. Parce que qu'est-ce qui s'est passé pour ce gouvernement, comme pour les autres? D'abord, il est rattrapé par la réalité, bien évidemment, y compris la réalité... L'exercice du pouvoir. L'exercice du pouvoir, la réalité budgétaire, il faut quand même qu'on en parle aussi. Il y a quand même quelques milliards de déficit, etc. Et il y a aussi, donc, la technostructure, effectivement, parce que quand on arrive au pouvoir, on nous dit, non, c'est pas possible, non, c'est trop compliqué, non, etc. Donc il faut revenir effectivement à discuter. Les riches. C'est pas aussi simple que ça. Enfin, il n'y a pas d'un côté taxer les riches pour... Vous croyez vraiment qu'il y aurait eu ce mouvement si vous aviez taxé les riches? Le problème des riches, riches, c'est qu'ils ne sont plus là aussi. Mais on va peut-être écouter François de Rugy. Si, mais les riches ont maintenant une capacité effectivement à fonctionner comme des élites mondialisées. Ce que font les États-Unis, par exemple, c'est quand il y a des gens qui s'exilent fiscalement, ils vont les chercher, ils disent « tu payes combien là ?» tu vas payer la différence à ton pays parce que ces enfants, ils ont été éduqués dans les lycées même contre français. Les entreprises françaises. Tu profites de la diplomatie française, etc., donc tu vas payer comme tout le monde. Il faut
remettre les riches dans la communauté politique. Ils ont un devoir de contribution. Si vous me permettez, aujourd'hui, ils font scission et le reste de la nation, c'est un problème. François Il ne faut pas dire ça. Je suis d'accord avec vous sur l'évasion fiscale. Vous parlez de l'évasion fiscale tout à l'heure. On a voté une loi il y a quelques semaines. On a fait sauter ce qu'on appelle le bouclier, le verrou de Bercy, qui n'était jamais arrivé depuis longtemps. Donc, bien évidemment, c'est une préoccupation, y compris des députés de la majorité, de dire la France insoumise de la droite. Le verrou de Bercy est levé, la loi a été votée, c'est une priorité du gouvernement, effectivement, de combattre les... On va écouter, vous parlez du gouvernement, on va écouter un membre du gouvernement qui était de passage à Brest cette semaine. Et on va écouter François Rugy, vous reviendrez sur l'ISF après. On va écouter François Rugy qui était à Brest il y a 48 heures et qui s'est exprimé à l'occasion des assises, je crois, de la transformation maritime, ou quelque chose comme ça. Si le mouvement des Gilets jaunes se structure, a des représentants dans les départements, dans les régions, et qu'il veut poursuivre les échanges, notre porte sera toujours ouverte, y compris sur des sujets évidemment très concrets. Et par ailleurs, nous proposons d'organiser des débats dans tous les départements pour que tout ce qui s'exprime aujourd'hui de façon évidemment disparate sur tout le territoire, de façon assez inorganisée, mais c'est normal, ça a été un mouvement spontané. Et bien tout ce qui s'exprime à travers ce mouvement des Gilets jaunes puisse remonter, puisse être entendu bien sûr par le gouvernement, par les députés, les sénateurs, donc les élus nationaux, mais aussi par les élus locaux. Mais aussi puissent échanger avec ce qu'ont à dire des représentants des entreprises, ce qu'ont à dire des représentants des syndicats de salariés, des associations de consommateurs. Nous allons créer les conditions que ces débats soient possibles sur tous les territoires, parce que ça ne servirait à rien de faire uniquement des rencontres nationales, des grands-messes nationales qui ne toucheraient pas les gens au plus près et qui ne permettraient pas aux citoyens de s'exprimer directement. Et donc avec le Premier ministre, nous ferons des propositions d'ici la fin de la semaine ou le début de la semaine prochaine pour l'organisation de ces débats. Et j'ai dit aux représentants des Gilets jaunes que j'ai représentés qu'on pourrait continuer à discuter. Et ils m'ont dit d'ailleurs qu'ils étaient ouverts, même si évidemment ils souhaiteraient des réponses sur énormément de sujets qui vont bien au-delà aujourd'hui de la question des prix des carburants et que évidemment ce sont des sujets politiques de fond que nous traitons et sur lesquels les uns et les autres peuvent faire des propositions. Jacqueline Moreau, si vous êtes toujours en duplex à Lorient, qu'est-ce que vous pensez de cette concertation? Elle est utile, elle est nécessaire, elle est indispensable ou c'est une manière pour le gouvernement de gagner du temps? C'est une manière pour le gouvernement de gagner du temps parce qu'on va simplement faire quelques petites concertations et puis au bout du compte, on tiendra de rien. Parce que quand j'ai M. de Rugy, qui avant d'être ministre, disait qu'il fallait taxer le kérosène et que depuis qu'il l'est, ça ne l'intéresse plus. Donc comment avoir confiance dans la parole d'un ministre comme lui aujourd'hui? Alors Didier Le Gac, juste un mot là-dessus, sur la concertation à venir. Sur la taxe carbone, moi je considère qu'effectivement le gouvernement, je fais partie des députés qui font remonter que le gouvernement doit ouvrir la discussion. Un moratoire, vous ? Sur un moratoire ou sur une discussion en tous les cas autour de la réalité de cette taxe qui pénalise les revenus les plus modestes. Oui, 3 fois oui. Non, attendez, si c'est quand même un peu ça. Le déclencheur, ça a été quand même la taxe carbone. Effectivement, parce que quelqu'un qui a des revenus modestes, qui gagne 1 000 euros, vous comptez faire quelque chose qui va à la pompe essence. Oui, mais attendez, si il y a trop de revendications, il n'y en a aucune. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le mouvement se dessert en multipliant les revendications tous azimuts. Et le carburant. La CSG, il faut bien les aider un peu. C'est exprimé par ailleurs dans la campagne électorale, c'est-à-dire d'augmenter la TVA pour tout le monde. TVA de 20 à 22%, c'est-à-dire que tout le monde payait, même quand vous allez acheter votre baguette. C'était quand même plus simple de supprimer l'ISF et puis d'imposer une CSG sur nos retraités. La taxe carbone, on en rediscute effectivement sur le fondement de cette taxe qui pénalise les plus modestes. Après, sur les autres impôts, effectivement, un trop perçu fiscal. Bon, mais si on arrête des taxes, qu'est-ce qu'on retire en face parce que c'est aussi la discussion, il y a une discussion budgétaire en face. Sur l'ISF, moi j'entends bien, c'était effectivement un symbole et la politique, notamment la politique française, a besoin de symboles. Sauf que l'ISF date depuis 1982. Je n'ai pas le sentiment que depuis que l'ISF existe, la précarité et la pauvreté a diminué dans notre pays. C'est même plutôt le contraire. Et l'ISF, enfin, n'a pas été... C'est une discrimination pour nous, c'est une discrimination. Parce qu'on se sent taxé, mais un groupe d'élite qui n'est pas taxé. Donc on se sent un petit peu discriminé. Sauf que l'ISF n'a pas été supprimé, l'ISF a été transformé. Elle s'appelle aujourd'hui l'impôt sur les fortunes
immobilière, impôt sur les ventes, c'est l'IFI, c'est-à-dire on considère déjà qu'il a 3 millions sur son compte, mais il vit dans un T2, donc il n'est pas riche. Tout le monde a son catalogue de revendications. On va écouter, parce qu'il y a quand même un risque que ce mouvement fasse boule de neige, on va écouter un patron du BTP qui va nous parler de la taxation au 1er janvier qui pénalise ces entreprises. C'est la nouvelle taxation du GNR, donc on va passer de 0,80 centimes le litre à 50 centimes de plus, donc 1,20 €, 1,30 € même, 50 centimes, 1,30 € le litre d'ici quelques temps, parce qu'au 1er janvier apparemment on n'a pas le choix, il faut qu'on y passe. Donc pour nous c'est une augmentation de charges assez compliquée à suivre, parce qu'on ne pourra pas gérer la hausse de ce prix-là. Depuis le début de l'année, le gasoil il flambe à nouveau, donc on perd à nouveau de la marge. Et là, on nous remet encore une sauce, une de plus, avec 50 centimes donc de plus. Moi, c'est 30 000 € par an, il va falloir que je demande à mes clients de le payer. Et nous, on a des engins qui font 25 tonnes, qui consomment 300 litres jour. Donc ça fait 150 € de plus à facturer à mon client. 150 €, imaginez. Donc c'est pas possible. Pierre-Yves Cadalen, vous comprenez cette réalité économique ? Ah ben, tout à fait. Et dans le BTP, au fond, comme partout, il y a aussi le même problème d'attribution des marchés. Parce que, vous voyez, en France, qui prend la quasi-intégralité des marchés du BTP, c'est toujours Bouygues et compagnie. Ils font travailler qui ? Toujours les travailleurs détachés. Vous êtes un petit peu caricatural. Ah ben non, mais il nous reste plus que 6 minutes de débat. Non, mais c'est important. Thierry Mérette, sur le BTP. Thierry Mérette, mais rapidement parce que j'ai plus beaucoup de temps. Je voulais réagir sur le GNR. Sur le GNR par rapport au BTP. C'est que ces gens-là, ils ont déjà passé les appels d'offres. Donc les appels d'offres sont signés. Ils doivent, pour le prochain premier trimestre, etc. Donc c'est une perte sèche, ils ne peuvent pas la répercuter. C'est ça, c'est la première des réalités. Bon, pour le monde agricole, pour l'instant, on a obtenu pour 2 ans. Je le conçois, on a encore discuter. On peut l'adapter par secteur. On peut l'adapter. Non, mais je comprends les gens du BTP qui, de but en blanc, ils ont signé des contrats. Vous l'avez bien expliqué. Agnès Lebrun. Oui, sur le BTP, ils sont d'autant plus en difficulté qu'il ne faut pas oublier que ce sont les collectivités qui portent 70% de l'investissement public, que les dotations d'État, qui ne sont pas des subventions, des pourboires pour s'amuser à aller jouer au PMU, qui sont directement issus des lois de décentralisation, cet argent que les collectivités n'ont plus pour assurer les services dont vous parliez et qui sont bien là, même si vous ne voyez pas les élus, les services que les élus mettent en place, c'est bien la conséquence directe de la démocratie représentative, si vous voulez. Donc, eh bien, le BTP est pris en étau entre la diminution de ces marchés. Nous, on les voit dans le pays de Morlaix, je peux vous dire, ils vont voir les communes en disant là, la fin d'année, on fait comment ? Parce qu'on va être obligé de mettre en licenciement des salariés parce qu'on n'a plus de marché. Pourquoi ? Parce que, pour vous donner un exemple, 1,5 million d'autofinancement qu'on réussit à dégager dans une collectivité comme la mienne, c'est très exactement ce que l'État nous baisse en dotation sur 2 ans. Ok, d'accord. Donc ça veut dire une dégradation des services rendus à la population. Ce gouvernement a mis fin à l'arrêt de la journaliste un peu là, Didier Déniel. Oui, mais j'étais sur le port ce matin avec près du dépôt pétrolier qui le bloque. Effectivement, c'est une multitude d'entreprises. Les gens qui manifestent aujourd'hui devant le dépôt pétrolier, c'est 600 petites boîtes artisanales. Il n'y a pas les gros aussi. Ce sont celles qui travaillent avec les collectivités en général. C'est environ 3 000 emplois dans le département. Alors on arrive quand même à la fin de cette émission, Pierre-Yves Cadalen. S'il n'y a pas de nuisance et elle commence à se manifester, le mouvement n'a pas d'impact. Donc comment est-ce que vous voyez l'évolution des choses le mouvement a son autonomie, donc moi, le mouvement va décider de faire ce qu'il importe. En tant que citoyen, je vais me joindre à des manifestations, etc. D'autre part, nous, à la France Insoumise, on dépose une motion de censure au gouvernement aujourd'hui, parce qu'il faut aussi trouver des issues politiques. Si ça ne suffit pas, il faudra peut-être revenir aux urnes. Et voilà, enfin, si on va gérer ça, comment on gère ça, c'est pas prévu tout de suite le retour aux urnes. Mais c'est pas vous qui décidez. C'est pas moi, c'est des institutions. Il n'y a pas de retour aux urnes prévu avant. C'est possible, le président a le droit de dissoudre l'Assemblée, si vous connaissez bien la Constitution. Oui, mais ça, je pense que c'est une expérience qui a été tentée par Jacques Chirac et qui ne sera pas rééditée de sitôt. Mais à un moment, la rigidité et le mépris d'Emmanuel Macron pour les Français, ça va finir par rendre le pays ingouvernable. Et on en est là. Le problème aujourd'hui, semble-t-il, c'est que les marges de manœuvre budgétaires sont assez réduites. En tout cas, vous avez dépensé beaucoup d'argent sur la taxe d'habitation. Aujourd'hui,
qu'est-il possible de faire, puisqu'on voit bien effectivement que le président a essayé de gagner un peu de temps. Il va falloir, sinon changer de politique économique, en tout cas faire des propositions, accélérer les réformes de structure. Comment vous voyez les choses? Je ne suis pas sûr que ce que les gens nous demandent aujourd'hui, c'est... Enfin, j'entends bien sûr dissolution, deux fois j'entends destitution du président de la République, suppression du Sénat. Je ne suis pas sûr que... Ah bah la démocratie, effectivement, on vient de nous dire les élus locaux, on ne les voit jamais. Bon, je ne suis pas sûr que ce que les Français veulent, c'est du chaos. En plus, je vous rappelle quand même que dimanche dernier, il y a eu une élection et la République en marche est arrivée en tête et elle a battu le candidat François Mitterrand. Je ne suis pas sûr. Oui, mais je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr qu'en demandant la dissolution de l'Assemblée, demain les Français... On me demande de prévoir, je ne demande rien du tout. Prenons un exemple, Ségolène Royal, qui conseille, et qu'on va revenir à travers son nouveau livre, Ségolène Royal is back, conseille au gouvernement de reculer en disant il n'y a pas de honte, etc. Qu'est-ce que c'est que cette virilité qui consiste à vouloir à tout prix tenir, etc. Et en même temps, au sein du gouvernement, on lui reproche finalement d'avoir coûté très cher, notamment à travers la suppression de l'écotaxe, 1 milliard. Bon, alors pour vous, c'est quoi la solution? Parce que tenir, c'est aussi tenir un budget contraint au niveau européen. Bien évidemment, on a commencé à baisser le déficit pour la première fois depuis très longtemps. Il est passé sous la barre des 3%. On vient de parler du BTP. Moi, je les rencontre régulièrement. Ils sont aussi très mécontents parce que justement, ça commençait à aller mieux. Ils nous disent que les carnets de commandes commencent grâce justement aux décisions qui ont été prises depuis le début du quinquennat de favoriser, comment dire, l'environnement économique pour les entreprises. Ils nous disent tous les jours, oui, ça va mieux. Il y a eu une baisse de charges et sur les salariés. Et ils nous disent, on a augmenté les dotations sur les communes et qu'ils ressentent que les carnets de commandes réaugmentent. Donc effectivement, là aussi, sur le GNR, comme pour la taxe carbone, moi je demande au gouvernement, et je vais le demander, je l'ai déjà fait par une autre voie, effectivement, d'écouter. Le GNR, il n'y a pas eu de transition. La transition, c'est passé d'un État à un autre. Le GNR, effectivement, on vient de décider au mois d'octobre pour une application au mois de janvier. Donc comme l'a rappelé Thierry Mérette, on ne peut pas anticiper sur une décision qui est prise un mois avant. Effectivement, il y a des marchés en cours, il y a des contrats qui ont été signés avec des collectivités, donc sur des prix qui étaient basés avant l'augmentation. Donc sur tout ça, il faut qu'on s'écoute. Vous avez pris des décisions tout de même. Il y a des décisions qui ont été faites, notamment sur la vignette poids lourd, etc. Vous avez décidé de ne pas en rajouter. Oui, tout à fait. Et puis il y a aussi... Vous craignez une contagion du mouvement? Oui, bien évidemment. Enfin, il faut faire attention, il faut écouter. Il faut écouter. Bien sûr qu'on est face à une crise. Mais encore une fois, il faut qu'on puisse discuter, il faut qu'on puisse créer les conditions du dialogue. Parler des impôts. Pas beaucoup encore, mais qu'est-ce que vous pensez faire justement par rapport à l'augmentation de l'électricité de 4% en février? Oui, du gaz. 45,3% du produit intérieur brut, c'est des taxes. Il faut quand même arrêter. Mais bien évidemment, champion du monde. Si vous êtes en train de me dire qu'il faut désintoxiquer... Agnès Lebrun a tout de même une contradiction. C'est vrai qu'on veut plus de services publics dans les régions. Et en même temps, on veut réduire les impôts, ce qui serait assez légitime vu qu'on a 10 points de plus que la moyenne européenne. Mais il y a une contradiction. Ou alors, c'est que l'État est très mal géré et qu'on a des économies à faire ailleurs. L'État est très mal géré. Le déficit de la France, c'est l'État et c'est la sécurité sociale. Ce sont les deux premiers postes de déficit de la France, l'État et la sécurité sociale. Qu'on s'attaque au vrai déficitaire. Donc il faut réformer encore plus. Il faut réformer l'État, mais sans s'attaquer aux collectivités. Mais sans s'attaquer aux collectivités qui sont là précis. Et moi, je vois dans cette crise des Gilets jaunes aussi la conséquence finalement de la dégradation des services rendus à la population par les collectivités. C'est ça la décentralisation. Laissons-nous, c'était peut-être le point commun avec les bonnets rouges, quand on disait laissez-nous faire ce qu'on sait faire dans nos communes. Et laissez-moi conclure cette émission, chère Agnès. Merci à vous tous. Merci d'avoir écouté nos explications, parfois contradictoires, parfois embrouillées. Merci à Jacqueline Moreau d'avoir été présente en duplex à Lorient. De toute façon, le débat n'est pas clos. Il va continuer encore pendant des jours et des semaines, et notamment au niveau territorial. Et on se retrouve évidemment sur TBO et TB Sud, autant que possible et autant que vous le voulez. À bientôt. Et merci à mes confrères du Télégramme d'avoir participé à cette émission. Merci à vous. Merci. Merci.